Salut à tous. On se retrouve du coup pour la dernière vidéo de fin d'année 2020, en début de 2021, je sais, je suis désolé. Pour une vidéo des films manqués, donc les films que je n'ai pas traités en vidéo et qui ne sont ni dans les tops ni dans les flops. Du coup, il fallait bien qu'ils aient leur propre vidéo à eux. Il y aura que deux films, donc ça devrait pas être très long. Surtout que pour le premier film, j'ai pas grand chose à dire. Il s'agit du film Les Traducteurs. Pour être honnête, je suis pas entièrement fan. Il a failli se retrouver dans les flops. Et comme Scooby, il est dans les tops, mais vraiment de justesse. Parce que ce qui me dérange avec ce film, c'est que c'est un film français qui veut faire américain. Et ça me saoule. Honnêtement, il m'a fait penser à Dans la brume. Et en gros, là, je suis mitigé. Je sais même pas quoi dire. Déjà, j'ai pas noté beaucoup de choses. Globalement, c'est deux défauts. L'un qui est lié au jeu d'acteur. Ils sont pas tous corrects, mais il y a un moment en particulier de Lambert Wilson que j'ai noté. En fait, c'est une scène où il est dans un parloir, il parle avec quelqu'un, et il a une façon de crier qui est totalement ridicule. On sent que c'est mal joué. Mais dis-moi quelque chose, merde! Et le deuxième point, c'est que, genre à 50 minutes, il y a une baston de merde, et il y a le cri Willem qui apparaît comme ça. On sait pas pourquoi. Et c'est totalement ridicule. En plus, moi, je le remarque je remarque très vite ce genre de truc parce que je déteste ce cri, il commence à m'énerver, enfin il commence à m'énerver, il m'énerve depuis longtemps, donc je fais très attention. Et ouais, donc globalement, l'intrigue est bien, le, le côté qui a fait ça, c'est bien aussi, j'aime bien les raisons. C'est un film qui parle des auteurs, donc comme j'en suis un, forcément, ça me touche un petit peu quelque part, donc j'aime bien. Mais ouais, il y a le côté américain. Par exemple, vous pouvez le voir dans La Brume, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans La Brume, pareil, ça fait très américain de. Bon, je parle le côté grandiose, action, tout ça, c'est original. Et ça, j'ai pas de problème, mais il y a toujours un détail pour faire chier. Et dans La Brume, c'est l'acteur principal, Romain Duris, je crois, qui fait sa voix comme ça de film américain, tu vois. Il a du charisme, il a une barbe. C'est l'homme qui doit gérer la situation, puis du coup, il parle comme ça, quoi. Voilà. Et moi, ça me casse les couilles, enfin, c'est juste ridicule et ça m'énerve. On voit clairement qu'en fait, c'est pas du tout naturel et qu'on lui a donné ça, il faut que ça ait de la gueule. Et c'est un des points pour lesquels je n'ai pas du tout aimé, enfin, pas grandement aimé dans La Brume, en fait. C'est pas pourri, mais ça m'a fait sortir du film et j'ai pas pu rentrer dedans, en fait. Voilà. Deuxième et dernier film dont je vais vous parler. Euh, je vais me faire défoncer parce qu'en fait, rappelez-vous, alors pareil, j'ai parlé du 1 dans une vidéo pareil, film manqué de 2019. Et j'avais bien aimé le 1. Et c'est la honte. Enfin, parce que tout le monde se fout de ta gueule en fait, donc c'est pas très valorisant. Moi après je m'en fous, hein, j'aime ce que je veux. Et j'aime aussi le 2. Même si j'ai des choses à redire et si c'est pas parfait, c'est pas la meilleure saga. Je veux parler de After. Je sais pas comment, mais en fait, je crois que je me suis attaché au personnage. Euh, Déjà, j'adore la fille. Rappelez-vous, je crois l'avoir dit en vidéo, mais moi tout comme les gonzesses, aller voir 50 nuances degrés pour mater Christian, moi je suis allé voir After pour mater la fille, parce qu'elle est juste trop mignonne. Et en fait, du coup, je crois que je me suis attaché au personnage, surtout à elle en fait. Puis tant mieux, parce que c'est le personnage principal. Et, et du coup, oui, j'aime bien. Donc j'ai noté pas mal de trucs. Il y a 5 pages de notes. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, première catégorie, la catégorie je me souvenais pas dans le premier. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait déjà je me rappelais de pas grand chose. Je me souvenais de quelques plans, de pourquoi il sortait avec elle, tout ça. Mais je me rappelais pas de grand chose, mais ça tombe bien, parce qu'il y a un résumé au début. Peut-être se sont-ils dit que tout le monde allait oublier parce que eux-mêmes, ceux qui font ces films-là, trouvent que c'est nul. Et du coup ils sont d'accord avec les détracteurs, je sais pas. Ensuite, je me souvenais pas qu'elle avait une mère oppressive. Genre Tessa. Je parle du personnage principal, il me semblait pas qu'elle avait une mère oppressive dans le 1. Et la limite, c'est clairement limite dit en fait, c'est que c'est un enfer cette meuf. Et donc je me souvenais pas du tout. Dans le 2, on la voit vite fait, on la voit une fois, elle lui gueule dessus à sa fille, en mode me raccroche pas au nez, et cette connasse était ça, cette gourde, elle lui obéit.
alors que sa mère l'a déçue, quoi. Qu'elle avait quelque chose à lui balancer dans la gueule. Donc elle aurait pu saisir l'occasion pour lui gueuler dessus, mais non. Elle rend son portable à son ex, là, qui elle a pris pour appeler sa mère, et puis elle se casse. Enfin, euh, là c'est peut-être normal que je m'en souvienne pas, je sais pas. J'ai mis, ouais, c'est quoi cette intrigue avec son père? Parce que là, il y a tout un truc avec quoi son père l'aurait abandonné ou je ne sais quoi. D'ailleurs, on le revoit à la fin, et puis ça se termine comme ça, en mode ah, mon père est là. Et il me semblait pas qu'on en avait parlé dans le 1. Il me semblait même qu'ils étaient en bons termes ou quoi, enfin je sais plus. Je pense que c'est clairement ma faute. Ensuite, vous le savez peut-être pas, mais. Alors je vais peut-être me tromper, mais il me semble bien qu'en fait, tout est né de ça. En fait, Too Light est né, écrit par Stephanie Meyer. Ensuite, E.L. James s'est dit et si j'en faisais un truc de cul? Du coup, elle a fait 50 nuances degrés. Et il me semble bien que Anna Todd, il me semble que c'est ça le nom de l'auteur de After, Anna Todd a vu ça et elle s'est dit bah moi aussi je vais faire ma saga à moi. Il me semble que tout est né comme ça. C'est peut-être faux, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que j'ai créé une catégorie sur ça qui dit, donc le nom de la catégorie c'est clairement 50 nuances. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que dans le 2, dans 50 nuances de degrés 2, la fin plus sombre, Anastasia commence son boulot. Il me semble bien que ça commence comme ça d'ailleurs, elle va à son boulot. Et où est-ce qu'elle bosse? Dans une maison d'édition. Où bosse Tessa dès le début du 2? Je vous le donne en mille, dans une maison d'édition. Puis on la voit bien relire des livres, tout ça, elle doit en lire plein en une semaine, enfin. Mon Dieu. Et c'est pas le pire. On peut dire que c'est une petite coïncidence, un petit clin d'œil, ça passe encore. Deuxièmement, dès le début, ils sont dans la même situation. Les deux femmes sont séparées de leur mec parce que l'homme, dans le couple, a déçu la femme à la fin du 1. C'est le même cas pour After et 50 nuances degrés. Ensuite, troisièmement, il y a la même putain de conversation. Au bout de 20 minutes, dans le film, ils sont dans une boîte, et il y a la même conversation que dans 50 nuances degrés, dans la boîte de nuit. 1. Elle l'appelle, bourré. 2. Elle le nargue, elle se fout un petit peu de sa gueule. 3. Il peut la localiser, et donc 4. Il la rejoint, mais avant ça, 5. Elle lui raccroche au nez. Ça ressemble tellement que je pensais que le perso de Trevor, là, qu'on rencontre au début du film, était là pour être celui qui allait tenter de la violer dans la boîte, là, mais qu'elle se ferait sauver par Hardin, etc. Eh ben non. Et juste en passant, les féministes qui gueulent contre la masculinité toxique, j'aime pas cette appellation, mais bon voilà. Hardin en a clairement, mais lui ça passe parce qu'il est beau et qu'il sait baiser? Ou alors c'est parce que le roman a été écrit par une femme, du coup ça passe? Je sais pas, je demande. Hein. Quatrièmement, toutes les scènes de baise se font avec une musique à la con par-dessus pour meubler. Alors que franchement, c'est pas utile. Tu peux faire en sorte que ton public ne s'ennuie pas sans mettre de chansons à la con, chantées par le dernier chanteur à la mode. Enfin, voilà. Cinquièmement, le patron de Tessa, ça c'est très rigolo, qui est à la tête d'une entreprise, qui est riche, beau gosse, et comment qu'il s'appelle? Christian. Je vous jure, je déconne pas. L'auteur n'a même pas fait semblant à ce niveau, quoi. C'est juste un remake. Enfin. Le personnage de Hardin, donc le petit copain de Tessa, le personnage principal féminin, il a eu un traumatisme dans son enfance, comme Christian Grey. Et finalement, on n'en sait pas plus que ça pour l'instant. On sait que sa mère s'est fait agresser et qu'apparemment ce serait plus ou moins la faute de son père, mais c'est tout. Donc voilà. Lui aussi, il a un passé trouble. Donc j'espère qu'on en saura plus dans la suite, parce que sinon, qu'est-ce que ça a à foutre là? Je pense, hein, clairement, vu tout le tapage que ça fait dans le 2, je pense qu'on en saura plus dans la suite. Ensuite, catégorie bon point. Je fais ça en premier, parce qu'après il reste plus que la catégorie mauvais point. Je fais les bons points en premier, parce que ça va aller vite. Il y en a que 2. La scène du lit, au bout d'une demi-heure, je crois, vers les 29 minutes. Je crois que c'est de 25 minutes à 29, il me semble. La scène du lit est très bien faite. Et elle dure 4 minutes. Et je crois bien qu'il n'y a pas de musique à la con. Enfin, pas de chanteur en tout cas. Donc, on peut dire que c'est des films mal faits, que c'est des navets, des nanars, mal réalisés, tout ça. Au moins,
contrairement à Twilight, non, Twilight, il le faisait quand même, c'est pas mal. Mais contrairement à 50 nuances de Grey ou Divergente, ils laissent leurs personnages parler, échanger, avoir des discussions, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, avoir une vie. Et c'est pas du vide, en fait, c'est mignon, en fait, quand ils parlent. Et voilà, ils établissent une relation. C'est tout ce qu'on demande, hein, mais bon, parfois c'est dur, hein, dans certains films, putain. C'est... Limite, tu sais pas pourquoi ils sortent ensemble, qu'est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qui se trouve l'un à l'autre. Là, du coup, ils prennent leur temps, ils font des vraies scènes de discussion, et que je trouve plutôt longues, mais dans le bon sens du terme, du coup. Parce qu'une scène de 4 minutes, au cinéma, c'est long. C'est considéré comme une scène longue. Deuxièmement, originalité, elle crée une relation avec sa belle-doche. Enfin, sa belle-mère, avec la mère de Hardin. Il y a des bonnes relations entre les personnages dans le film, j'ai trouvé. C'est pas juste des conversations vides et clichés, même si un peu parfois. C'est genre 2-3 lignes quand ça arrive. Il y a des vraies discussions qui font avancer l'histoire et les liens entre les personnages. Je sais, ça devrait être la base, mais vu le niveau du projet, du bouquin de base, ça m'étonne, donc c'est un bon point. Et enfin, les mauvais points, les clichés. Premièrement, la mère de Hardin qui dit à Tessa, parce qu'en fait Tessa lui raconte un cauchemar que Hardin lui a fait part, et selon la mère de Hardin, c'est ce qu'elle dit à Tessa, il l'avait dit à personne. Ce genre de, ça par exemple c'est cliché, vous voyez, c'est ce genre de cliché pour dire sans le dire, tu es importante pour lui, puisqu'il te l'a dit à toi. Ce genre de truc m'énerve. Et je suis désolé, mais moi quand je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que t'en sais? T'es avec lui H24? Il te fait un compte rendu de ce qu'il dit à qui? Si ça se trouve, non, il a dit à plein d'autres gens, et puis Tessa n'est pas spéciale. Même si, bah si, elle est spéciale parce qu'il l'aime, et puis voilà. Ensuite, juste après, elle lui dit, ou avant, je sais plus, enfin bref, il fait plus de cauchemars depuis qu'il te fréquente. C'est sa belle-mère, c'est la mère de Hardin qui dit ça, Tessa. Il fait plus de cauchemars depuis qu'il te fréquente. Donc moi j'étais là, t'as compris, Tessa, t'as compris? T'es importante pour lui. Putain. Ensuite, la scène sous la douche où il baise en se lavant, ça fait penser à Superchondriac, je suis désolé. Je trouve pas ça mignon du tout, quoi. C'est le... Baiser sous une douche, si, peut-être, mais en se lavant, c'est bizarre, je trouve. Troisièmement, trop de cul tue le cul. J'ai noté, il y a quand même 2 scènes de cul en 15 minutes. Donc, 3 petits points, c'est bon, on a compris qu'ils s'aimaient. Mais une relation, c'est pas que ça. Si on est du Randall, on peut gueuler que dans Twilight 4, on montre... Il y a des clips shows où on voit Bella et Edward faire jouer aux échecs, tout ça. C'est vrai. C'est pas très utile, mais au moins, ils ne font pas que ça. On peut dire que c'est cliché, mais au moins, ils ne font pas que de baiser. Là-dedans, c'est limite, quoi. Hein. Et puis en plus, moi, j'aime pas trop le cul au cinéma, enfin, je trouve pas ce qu'il y a d'intéressant. La seule celle de cul que j'aime bien au cinéma, c'est dans Terminator. Parce qu'elle a du sens, et en fait, tu te dis, oh, c'est mignon, ils s'aiment bien, du coup, ils font l'amour. Et après, tu te dis, ah putain, mais ils vont créer John Connor, du coup. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je l'aime bien. Le reste, je crois pas avoir vu une autre scène de sexe que j'aimais dans un film, donc voilà. Après, de base, faut que je l'avoue aussi, j'aime pas trop ça, donc forcément, moi, 2 en 15 minutes, ça me saoule. Après, peut-être que vous, non. Quatrièmement, il s'engueule avec son... oui. Hardin, à un moment, est chez son père. Il y a une petite réception, je sais plus pourquoi. Il s'engueule avec son père. Sauf que celui-ci, bah, il a un peu honte de se faire engueuler devant tout le monde. Enfin, il voit que le ton de son fils monte. Donc il dit, attends, on va s'écarter un petit peu. Ils vont dans la pièce d'à côté. Il laisse la porte ouverte. Donc ça ne sert à rien. Il n'y a peut-être même pas de porte d'ailleurs, c'est peut-être juste un encadrement comme ça. Enfin bon, bref. Et tout le monde les écoute dans l'encadrement. Genre vraiment, tu les vois, eux deux qui vont se séparer un petit peu du groupe. Et là, tu vois Tessa, le beau frère de Hardin, et puis une femme, je crois, bah, la mère de Hardin. Tous les trois, ils les suivent. Donc ça sert à quoi d'aller en privé pour faire ça? Alors, évidemment, quand tu vois ça, et que après tu vois ce qui se passe, tu te dis oui, tout ça pour qu'ils soient témoins du coup de poing et que ça crée des tensions entre Hardin et sa mère, et Hardin et Tessa, et Hardin et puis son beau-frère, bref. Un truc que j'ai bien aimé aussi comme mauvais point, Tessa a un accident de voiture, la voiture lui rentre dedans à sa gauche, parce que clairement en fait on la filme, le caméraman en fait est assis sur le siège passager,
Donc il la filme à sa gauche. Donc tu vois la voiture lui rentrer dedans. Mais la voiture est défoncée sur le devant quand Hardin tombe sur le lieu de l'accident. Et il me semble bien qu'elle n'est pas du tout cassée sur le côté. Sixièmement, la mère de Hardin et lui-même, dans le passé, ont logé chez le patron de Tessa. C'est un petit monde quand même. Car en plus, Hardin connaît Trevor, le collègue de Tessa. Et genre moi quand j'ai vu ça, je fais attends, ça vient du 1 ou pas, je comprends pas là. Et visiblement, il me semble bien que parce que ça aurait pu être un de ses potes presque absents dans le 1. Et si j'ai bien compris, non, on l'apprend dans ce film, c'est un nouvel acteur, un nouveau personnage. Donc c'est normal que Tessa et nous ne le connaissions pas. Et enfin, alors bon, c'est fini pour les mauvais points, mais il y a une petite question maintenant. Il y a clairement plus de nudité que dans les 50 nuances, et dans le premier. Plus de plans encore plus suggestifs. Cependant, est-ce que ça vaut une interaction moins de 16 ans sur Prime Video? Parce que ce film n'est pas sorti au cinéma, mais sur Prime Video. Ou moins de 18 ans, comme sur Wikipédia? Je ne pense pas. Bref, c'est pas le film de l'année, mais il était même pas dans mon top. Mais voilà, je le dis, j'ai pas honte. J'aime beaucoup, je me suis attaché à eux, sans le vouloir. Hein. Et puis, oui, voilà, si le 1 vous a plu, bon bah, de toute façon, vous avez pas attendu mon avis, ni même l'avis de personne. Bah ouais, moi j'attends la suite, j'attends le 3, du coup, j'attends de voir ce qui se passe avec son père. Je sais pas combien il y en aura, parce qu'il me semble qu'il y a 12 livres, c'est ça? C'était pas ça la série littéraire où c'était janvier, février, mars. Enfin, il y avait un mois pour un livre. Je sais plus, bon bref. Ça m'étonnerait qu'ils aillent jusqu'aux 12 films, si c'est le cas, mais bon. Parce que bon, les acteurs en auront peut-être un petit peu marre, je pense. Après, si ça marche. Bref, donc moi bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique si les cinémas ouvrent de nouveau. Dans tous les cas, on va se retrouver prochainement, du coup je pense que ce sera la prochaine vidéo pour une grosse vidéo qui ne critiquera pas un film en particulier. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous retrouver pour cette vidéo là, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc voilà, salut à tous.